Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session. Je suis Jean-Marie Mbouy, je serai votre modérateur du jour. La modération se fera en langue française, mais soyez confortable de pouvoir répondre dans la langue de votre choix et d'utiliser les outils de translation. Autour de cette table avec moi pour discuter de ce sujet, d'éminents experts remplis de leur parcours professionnel, individuel, que je vais présenter brièvement et avec qui je vais passer ce sujet en revue. Donc j'ai autour de moi, selon les titres et qualités respectives des uns et des autres, Monsieur Mara, Madame Alama, Madame Ba, Monsieur Amran, Monsieur Ismaël, Monsieur Da Silva, Monsieur Ochafi, Monsieur Tiki, Monsieur Medenou, Monsieur Soleiman, Monsieur Fall, Monsieur Yorki et Monsieur Toumane. Bienvenue à vous tous. Alors je vais introduire directement le sujet du jour vu que ce panel est riche et multiple avec vous, Monsieur Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Monsieur Moussa Mara, vous avez donc avec vous cet avantage d'avoir cette vision transversale du continent et des questions liées au financement et aux priorités de ce continent. Je voudrais d'entrée de jeu avoir votre point de vue sur cette problématique. Bien, merci Monsieur le modérateur. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est un plaisir et un honneur que d'être associé à cet important panel qui va examiner les questions d'infrastructures, de financement des infrastructures, avec un objectif de transformation économique, de soutien à la croissance durable, croissance porteuse d'emplois pour les millions de jeunes africains que nous portons tous comme un objectif majeur et stratégique pour notre continent. Je ne sais pas de combien de temps nous disposons, vu que le panel est assez fourni. Donc nous allons essayer peut-être de parler assez rapidement, de prendre le moins de temps possible, peut-être pour permettre aussi des relances et des discussions. Le premier élément sur lequel moi je voudrais peut-être insister, c'est que quand on évoque les questions d'infrastructure, quand on évoque les questions de transformation économique, nous devrons essayer peut-être de penser à l'échelle régionale et à l'échelle continentale. Dans nos pays respectifs, nous qui avons eu la charge d'occuper certaines responsabilités, nous pensons essentiellement pays. Et la transformation économique que nous souhaitons, la montée en échelle que nous souhaitons pour le continent nécessite peut-être que nous essayons de réfléchir région, voire continent. Et peut-être d'identifier un certain nombre d'infrastructures et d'investissements structurants à l'échelle d'une région du continent, voire même à l'échelle du continent, pour essayer de réaliser la croissance durable, dynamique que nous souhaitons, porteuse d'emploi et de développement économique. Ça, c'est le premier élément sur lequel je voudrais insister. Le deuxième élément, c'est que traditionnellement, quand on parle d'infrastructure, on évoque toujours la question de l'énergie. Et effectivement, l'énergie est à la base de tout. Si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas d'énergie en qualité, en quantité et accessible, tout le reste risque d'être illusoire. Donc peut-être cette question me semble importante. La deuxième question, c'est que maintenant on parle de plus en plus d'énergie renouvelable, donc énergie verte, énergie durable, qui s'inscrit dans les questions climatiques et dans les questions de changement climatique. Le deuxième élément qui me vient à l'esprit, ce sont tout ce qui concerne les infrastructures de transport, de connectivité de manière générale. Quand on dit de penser région, quand on dit de penser continent, il faut aussi voir la connectivité entre les pays que nous constituons et que nous sommes.
Troisième élément que je voudrais ajouter, on en a parlé hier, ce sont les questions de maîtrise de l'eau, les questions d'irrigation, les questions d'agriculture. La sécurité alimentaire est peut-être, après la sécurité physique, la sécurité que nous devons nous battre pour essayer de réaliser. Et nous ne pouvons pas obtenir la sécurité alimentaire si nous n'agissons pas de manière significative sur la maîtrise de l'eau et sur les questions d'irrigation en particulier. Ça, c'est pour moi peut-être des domaines dans lesquels il faudrait envisager d'investir. Maintenant, après, il y a la question du financement. Nous avons évoqué les fonds souverains, les fonds d'investissement, les banques de développement régionales. Il y a le secteur privé. Je pense qu'à l'échelle de nos pays, voire de nos régions et du continent, nous devons arriver à essayer de réaliser la combinaison optimale entre tous ces acteurs. Chacun a sa spécificité, chacun a ses orientations, ses priorités, ses forces. Si on arrive à réaliser une bonne combinaison entre ces différents acteurs, peut-être que nous pouvons trouver des voies et moyens de financement appropriés. Pour terminer, je voudrais insister, et on l'a dit hier, je pense que la première ministre du Sénégal, Aminata Touré, l'a rappelé, n'oublions pas que pour attirer des investissements, il faudrait aussi avoir un cadre de gouvernance acceptable, un cadre de gouvernance sain. La bonne gouvernance dont on parle, la transparence, les questions de lutte contre la corruption. Nous devons aussi, sans doute, donner des gages, offrir des perspectives pour que ceux qui viennent investir, ceux qui viennent financer, ceux qui viennent s'engager, qu'ils puissent avoir la confiance nécessaire pour le faire. Quand on sait que les investissements dans les infrastructures, ce sont des investissements de long terme quand même, il faut que les gens disposent de la confiance nécessaire pour pouvoir s'engager sur des périodes longues. Je pense que c'est sur ces différents aspects peut-être que nous devrons apprendre à nous donner la main, coopérer au-delà des États, à l'échelle des régions et du continent, pour arriver à réaliser ces investissements majeurs dans ces domaines prioritaires et créer les conditions de la transformation économique du continent. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire en espérant n'avoir pas été trop long. Merci. Non, je peux vous rassurer, vous n'avez pas été très long et je pense que vous avez donné le tempo à l'ensemble des speakers sur le timing qui semble être idéal pour les interventions. Je vais rebondir donc sur votre prise de parole avec différents axes que vous avez lancés. Et sur ces différents axes, je vais retenir plusieurs points. Vous avez parlé d'infrastructure, vous avez parlé de régions intégrées, vous avez parlé d'énergie, vous avez parlé d'interconnectivité, de financement, de cadre légal, de bonne gouvernance et tous ces points, tous ces axes m'emmènent tout de suite à me diriger vers M. Leban Suleiman, puisqu'on a parlé infrastructure. J'aimerais vous entendre sur ce point de vue. Vous êtes à la Rwanda Development Board, M. Suleiman, où vous avez été, et vous avez donc souvent œuvré dans le développement des politiques économiques au sein du continent. Et à ce titre, je voulais vous entendre sur le rôle des fonds d'investissement, sur le rôle des fonds souverains, comment est-ce que nous pouvons recourir à ces outils pour pouvoir financer l'interconnexion, financer les infrastructures qui restent des grands défis au niveau de l'intégration régionale. Absolutely. First of all, Excellency, really your intervention sets the tone. I think that we need a solid paradigm shift in the way that we engineer the financing through a Gregorian mimetism of fully mature and developed economies and importing these systems of finance and structure in an environment that's predominantly greenfield. I think that when you talk about infrastructure, we've seen what has happened with a very progressive policy from the Chinese government to support Africa in developing its infrastructure with low concessional loans. But we've also seen the mismanagement of these funds with infrastructures that lead to nowhere,
railways across the continent that do not transport goods or awaken untapped assets. I think that the approach should be a more holistic and circular approach with a view on value chains and understanding that in financing would trigger structurally at the same time and align these investments in a way that makes sense so that we de-risk it. Because the final objective is Africa exports raw and imports refined, but in the end of it, we find ourselves in a conundrum where even to be able to develop these transformation of our raw materials on the continent, we need to be able to export. So 100 years of exporting raw has made Chinese transformation more competitive, European transformation more competitive. And in order to do that, we need to have, like His Excellency said, regional but value chain-based investment approaches that transpire beyond physical borders. Certain major things that are happening that show very positive lights. The vision around the Lobito corridor is a very clear example. Complex financing, and one of the key financiers around the two of our continental vehicles, AFC and Africa Development Bank, which will awaken assets from Angola all the way to Zambia. And develop a real value chain around it with all the expertise and the volume and scale necessary to really make an impact. When you talk about pension funds, I think that it's crazy that we go and borrow at 8 to 12%, you know, as Africa, and we come back and export our own capital through our pension funds to gain 2%. It's absurd. I think that there needs to be a vision around it where there's a major reform around how do we use our own capital in Africa. When you talk about sovereign funds, they estimate about 500 billion assets under management. When you talk about pension funds, you're talking about 600 billion, that's $1 trillion. When you talk about remittance revenue flows, so how do we structure all of this in a way that makes sense? And, you know, redirecting some of this capital, even if it's just 5% of this capital, into what I would say intelligent infrastructure, productive infrastructure, connected infrastructure, and industry and transformation, then we would hit the target. So I would leave it at there and say that there's a lot of bold things that we need to do as Africa. I'm tired of seeing Moody decide what our, you know, the volatility of international markets, and we pay the price as Africa. We're rated as if we were second-class economies, whereas we have approximately about 36.5 trillion of untapped assets. What Africa lacks is uncollateralized. I think that with strong financial engineering, we can bring these assets into vehicles and understand how the world of financial engineering works. And I would leave it at that. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Soleiman, pour votre intervention. Je vais noter que vous avez parlé de cet avantage de mettre en place des corridors pour interconnecter le continent. Parlant de corridors, je vais aller vers vous, Monsieur Da Silva. Vous avez été longtemps président de l'APEX en Angola et le corridor de Lobito est un point qui doit certainement vous parler. J'aimerais avoir et entendre votre point de vue sur cette question liée à l'interconnexion et peut-être comment exploiter ce modèle et étendre ce modèle du corridor Lobito sur le restant du continent. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Dans l'esprit de l'intégration, je veux faire un effort de parler en français en disant que, en fait, le fonds des souverains pouvait jouer un rôle très important dans la redéfinition du paysage économique africain à partir d'un cas concret qu'on voit, c'est le cas du corridor de Lobito. Et ce corridor n'est pas seulement une voie ferroviaire ou logistique, c'est une artère qui pouvait possibiliter le développement soutenable, pas seulement de l'Angola, mais aussi dans la région, du cas de la RDC, de la Zambie, et en amenant aussi le déblocage de chaînes de valeurs minérales, de commerce, et aussi l'industrialisation, qu'on trouve que c'est très important pour gérer des postes de travail, des emplois et dans nos pays. Mais un tel projet d'infrastructure stratégique nécessite aussi du capital
catalysateurs avec une vision à long terme. Et c'est là où les fonds souverains peuvent jouer un rôle particulier. Et dans le cas de notre pays, de l'Angola, les FDCA d'Angola doivent intervenir. Ils doivent intervenir dans la capacité d'ancrer des investissements en grande échelle, dans le sens de réduire les risques liés aux premières phases de projet et d'attirer des financements complémentaires provenant du secteur privé. Et on est déjà en train de faire ceci et on trouve qu'on a besoin pas seulement de fonds financiers, on a besoin aussi de la volonté politique et on a aussi besoin de la réglementation qui peuvent faciliter cet abordage. Et pour pas m'allonger tellement, je veux dire que c'est un processus qui peut être répliqué dans d'autres coins stratégiques de notre continent, autant qu'exemple, mais aussi autant qu'un abordage qui va pouvoir permettre à nos pays de se développer plus vite et à la jeunesse de rester chez nous au lieu d'émigrer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Da Silva, pour votre intervention. Je retiens un dernier élément. Vous avez parlé de réglementation. Et nous savons que la réglementation est un élément, une barrière aussi dans le financement. Et je vais me retourner vers Madame Ba. Madame Ba qui travaille à la BAD et qui, justement, travaille dans le cadre de la structuration des fonds souverains et de l'accompagnement des pays africains. Madame Ba, comment est-ce que, quel conseil plutôt pourriez-vous donner aux États africains dans leur approche, dans le prisme de la structuration des fonds souverains principalement, comme outil de financement? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour cette invitation et pour cette excellente question. Donc, pour vous donner un peu de contexte, donc effectivement, je suis avocate au sein de la Facilité africaine de soutien juridique, qui est une institution hébergée par la BAD à Abidjan. Et l'objectif de mon institution a été vraiment de pouvoir assister les gouvernements africains exclusivement dans la structuration de leurs projets importants en Afrique. On est parti du constat que malheureusement il y avait un trop grand gap entre les gouvernements africains et le secteur privé en termes de représentation et qu'il fallait vraiment rééquilibrer les choses, notamment en termes de négociation des contrats. Et c'est vrai que ces dernières années, nous recevons de plus en plus de requêtes des gouvernements africains pour la création et la structuration de fonds souverains. En Afrique, vous le savez sans doute, il y a maintenant, c'est un merveilleux véhicule finalement d'investissement gouvernemental qui part souvent de la création et de certains revenus issus du secteur minier et pétrolier, mais aussi de tout ce qui est excédent de la balance des paiements ou budgétaire, et qui permet de financer des projets très importants et très structurants en Afrique, notamment dans le secteur de l'énergie ou des infrastructures. Donc face à ce constat, c'est vrai qu'au sein de la facilité, nous recommandons vraiment déjà d'avoir une revue du cadre juridique, institutionnel et réglementaire. C'est très très important dans la structuration de ces fonds. Choisir les bonnes formes légales pour la création. Est-ce qu'on parle plutôt d'une entité avec une personnalité juridique indépendante ou est-ce qu'on parle plutôt d'un portfolio d'actifs au sein de la Banque centrale? Quel type de revenus sont ciblés, quel type d'actifs, s'assurer notamment dans la création par exemple des statuts de la société que toutes ces prérogatives sont bien encadrées. L'importance aussi d'avoir un cadre de gouvernance, Monsieur l'Excellence, vous en parliez tout à l'heure, pour la structuration de ces fonds souverains. Vous avez de nombreux principes, notamment les principes de Santiago, qui sont très importants, qui ont été mis en exergue par le Forum international des fonds souverains, qui vraiment participent
pour l'efficacité et l'effectivité de ces fonds souverains, avec des recommandations, des lignes directrices en matière de gouvernance, de transparence, de reporting, d'audit, pour vraiment permettre le fonctionnement adéquat de ces fonds et pour éviter tout type de dérive. Et dernier point peut-être important, le renforcement des capacités. On est souvent sollicité pour la formation des agents qui travaillent dans ces fonds souverains. Ce sont des points très très importants parce que ce sont un personnel qui travaille sur des portfolios d'actifs qui prend des millions par exemple, et c'est très très important de pouvoir former les équipes sur le terrain. Donc voilà, un véritable outil, un véhicule, je pense, d'avenir. Vous en avez voilà, à peu près 22 aujourd'hui en Afrique. De nombreux exemples de fonds sont souvent cités, que ce soit au Botswana, au Ghana, au Nigeria, ici aussi au Royaume, et notamment aussi en Namibie, qui a d'ailleurs un fonds souverain très intéressant qui est ciblé sur le développement de l'hydrogène vert. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Ba, pour votre intervention. On va rester toujours dans le domaine du financement et je vais me tourner vers Monsieur Amran qui est de Itmar Capital. Monsieur Amran, on va parler de transition énergétique. Nous savons que les États africains, le continent est en déficit énergétique et que les projets d'énergie sont des projets structurants mais qui demandent des capitaux assez consistants. De votre point de vue, comment est-ce qu'on peut allier la difficulté de cette mobilisation de capitaux sur des projets énergétiques? Comment est-ce qu'on peut allier la maturité de ces projets et la durée et le retour sur investissement des différents fonds? Merci pour cette question. Merci aussi aux organisateurs de nous avoir associés à ce panel. Avant peut-être de répondre à votre question, j'aimerais faire quelques commentaires par rapport à ce que mes collègues ont déjà formulé, principalement en relation avec ce que peut être le rôle d'un fonds souverain, l'équation stratégique d'un fonds souverain dans des économies en développement comme on peut les observer en Afrique. Premièrement, je voudrais aussi commencer par rappeler ce que c'est que quelques contraintes qu'aujourd'hui on est en train de vivre en Afrique. Vous en avez évoqué un en relation avec le développement, en tous les cas, des problématiques énergétiques et de durabilité. L'Afrique aujourd'hui est un continent qui souffre d'une fragmentation comme ça a été rappelé dans les écosystèmes d'intervention, souffre d'une fragmentation sur les aspects qui sont en relation avec le développement des projets et souffre surtout d'une injustice sur les marchés financiers où, à risque équivalent, les pays africains payent beaucoup plus cher le financement. Donc si on considère les fonds souverains et en particulier la dimension des fonds souverains ou les fonds stratégiques de développement, il faut rappeler que comme disait son Excellence M. Marat, il faut une complétude d'intervenants. Donc il y a les banques de développement, il y a le secteur privé, il y a les institutions de garantie pour l'accès au financement, mais il y a aussi ce nouvel outil qui commence à se développer de plus en plus, qui est le fonds souverain. Et donc le fonds souverain, contrairement à des fonds de pension où le client finalement est l'assuré ou le retraité, contrairement à des fonds de placement où la duty est pour l'investisseur, le client ultime du fonds souverain sont les nouvelles générations. Et donc, à partir de cette posture, le fonds souverain peut adopter des démarches de comportement en termes d'attitude de financement qui sont plus long-termistes. Il utilise les outils des marchés de financement privé
pour aligner les priorités publiques avec les attentes du secteur privé. Et c'est là où réside la complexité de leur intervention. Et j'ai le privilège personnellement de présider le Forum international des fonds souverains. Donc, mais également, nous avons aussi le privilège d'avoir lancé une initiative qu'on appelle l'African Sovereign Investment Forum, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de fonds souverains africains, et dont l'objectif justement est d'apporter une réponse aux difficultés de financement des projets d'infrastructure au niveau du continent. Donc avec l'objectif de pouvoir mobiliser du financement en améliorant la qualité de préparation de la documentation dans le cadre des échanges d'expériences que peuvent avoir ces fonds, mais aussi en créant la taille pour que la destination africaine soit visible auprès d'un certain nombre d'acteurs financiers internationaux qui ne peuvent pas investir dans des pays seulement, mais qui ont besoin d'intervenir au niveau d'une région pour des questions de diversification des risques. Et donc c'est à ce titre-là que le Maroc œuvre sur cette dimension-là pour pouvoir créer les conditions pour pouvoir mobiliser plus de financement à la destination des pays africains, dont le secteur de la soutenabilité et de l'énergie, pour revenir à votre question, fait partie des 3 piliers, avec la question des corridors, qu'ils soient d'infrastructure, de transport ou de stockage, mais aussi les corridors peut-être sur le plan du digital, parce que ces 3 axes ne peuvent pas aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui envisager un futur satisfaisant, un environnement de développement pour les futures générations si la question de l'accès à l'énergie, de l'accès au digital et de la mobilité du transport ne sont pas résolues de façon satisfaisante. Et bien entendu, ce sont des dimensions, si elles sont considérées à une échelle régionale, prennent beaucoup de sens et beaucoup d'optimisation, donc permettent beaucoup d'optimisation sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement. Et j'aimerais quand même à ce titre rappeler que le Maroc est actif sur ces sujets, et en particulier d'abord avec le Nigeria sur le développement d'une infrastructure structurante pour l'Afrique de l'Ouest sur le transport, n'est-ce pas, du gaz, qui permettra de créer des conditions de développement et d'accès à l'énergie et d'une énergie propre extrêmement intéressante sur l'ensemble du parcours de l'Afrique de l'Ouest, mais également la dernière initiative sur la façade atlantique, ces 2 initiatives portées par Sa Majesté le Roi et apportent des réponses concrètes à des sujets structurants d'infrastructures qui permettent d'envisager l'attraction de l'investissement, le développement des activités et autour desquels l'ensemble des pays de la région peuvent trouver une expression de création de richesses partagées sur l'ensemble de la région. En espérant ne pas être trop long dans mon intervention. Je remercie M. Amran pour votre intervention. Je note que vous avez parlé de cette capacité de mobilisation de financement. Vous avez parlé également de la nécessité d'investir dans le digital. Vous avez également mis un rôle sur le dérisquement au niveau des marchés africains. Et à ce sujet, j'aimerais me retourner vers vous, M. Medenou. Vous êtes un acteur clé de la mobilisation des ressources au Bénin avec le lancement du premier marché Eurobond avec succès. Et à ce titre,
puisque nous parlons de dérisquement des marchés africains, nous voulions avoir votre point de vue et vos recommandations pour les pays africains dans cette nouvelle redirection et cette nouvelle opportunité de mobiliser des fonds. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci aussi de nous avoir invités à cette table ronde. Effectivement, le Bénin a émis en 2021 le premier Eurobond ODD sur le continent africain. Alors, un Eurobond ODD, comme vous le savez certainement, c'est une émission obligatoire sur le marché international uniquement destinée au financement de projets à fort impact sur les ODD. Donc, cela diffère des émissions d'Eurobond classiques qui viennent en financement du budget. Donc, nous avons fait cette émission d'une maturité de 14 ans avec un coupon autour de 4,95. Cette émission ODD, il faut dire qu'elle est plus contraignante que les émissions classiques parce que pour ceux qui connaissent les émissions sur le marché international, il y a un document de base qu'on réalise qu'on appelle le prospectus. Mais en plus du prospectus, il faut réaliser un document cadre d'émission ODD, donc qui, comme son nom l'indique, qui retrace le cadre dans lequel vous allez émettre cela. Et il faut aussi faire évaluer ce document cadre par une tierce partie, donc qui va pouvoir analyser la conformité de votre document cadre aux meilleurs standards internationaux. En plus de cela, vous allez rencontrer des investisseurs, pas seulement avec votre situation économique qui est bonne, votre track record, mais vous allez voir avec un portefeuille de projets clairs, donc qui impacte les différents aspects, n'est-ce pas, des ODD. Et après l'émission maintenant, vous devez publier chaque année un rapport d'impact. Le rapport d'impact va retracer quel est l'impact concret des fonds levés sur le marché sur la population. Comment vous avez servi l'eau potable, comment vous avez réduit la pauvreté, comment vous avez fait cela. Chaque année, vous devez produire un rapport d'impact et un rapport d'allocation. Le rapport d'allocation, ça veut dire que si sur le chemin, vous avez dû remplacer un projet par un autre, vous allez pouvoir dire aux investisseurs. Donc, c'est une opération qui nécessite beaucoup de transparence envers le marché. Et la transparence est d'autant plus importante parce que, vous savez, avec les investisseurs, une chose importante, c'est la confiance. Il faut pouvoir garder la confiance. Donc, il faut pouvoir faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour le suivi de cette opération que nous avons réalisée, et si mes informations sont bonnes, qui est à ce jour-là seule faite sur le continent, nous avons créé une cellule qui fait tout ça, donc une cellule dédiée à la production des différents rapports et à la satisfaction de tous les engagements que nous avons pris envers les investisseurs. Je voudrais dire un mot avant de finir sur l'importance, de mon point de vue, l'utilité que peut avoir, comme l'ont dit les prédécesseurs, le fait de combiner plusieurs intervenants sur un financement. Plus tôt, cette année, en début d'année, nous avons utilisé les ressources IDA que nous avons à la Banque mondiale comme garantie d'un emprunt privé que nous avons réalisé auprès d'une banque privée. Donc, cela a permis d'avoir un taux d'intérêt nettement plus faible. Et nous avons utilisé ce financement pour racheter d'anciennes émissions qui ont des conditions moins favorables. Et concomitamment à ça, nous avons fait une nouvelle émission sur le marché international. Donc, cette combinaison d'acteurs de financement nous a permis de lisser notre profil d'endettement et de pouvoir financer des projets pertinents pour notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Medonou, pour votre intervention. Je note que vous avez parlé de transparence. Vous avez également parlé de combinaison de plusieurs acteurs pour pouvoir pallier à ce besoin de financement. Et je vais m'orienter justement sur cette base vers M. Ochafi.
Monsieur Ochafi, comment est-ce qu'on peut arriver à nouer des partenariats stratégiques justement entre ces différents fonds, à la fois les fonds souverains, à la fois les fonds d'investissement et le secteur institutionnel financier classique, afin d'arriver à créer un nouveau véhicule, un nouveau mode de structuration financière? Thank you very much, Mr. Moderator, and glad to be associated with the Amadeus Institute and be here this morning. I'm Nigerian, and perhaps I probably want to speak around the context of the continent itself. But some of the things that I have heard most of the speakers say, I fully align with most of the issues they have raised. We are in an era of global uncertainties, and those global uncertainties, Africa itself has found itself in a situation where if you do nothing, you'll be affected by those global uncertainties, whether they are trade wars today between what's going on between America and China, or whether it is climate change with disasters happening all over the place, or whether other geopolitical tensions that are happening. Africa itself will find that they are going to be affected, whether they like it or not. I was attending a program once just to share what one of the speakers, a Chinese speaker, said, and I think it was very, very instructive for me, for Africa to find its voice. He was very clear that when China wanted to rise in the early 80s, they looked through to find out who they would plunder. Europe had plundered Africa, America had plundered Europe, and China said to themselves, we can't plunder America, we can't plunder Europe. Africa has been plundered and there's nothing else to plunder in Africa. And what did they do? They came back home and decided to plunder themselves. And how did they do this? They took all the loans for infrastructure from within the Chinese banks. They threw regulation to the winds. The Chinese banks had non-performing loans over 20–30% at the time. But that was the cost that China paid for the development that it has today. African banks, whether DFIs or the private commercial banks, are still stuck to the ways of the West, that non-performing loans should be below 5%. Yes, it's a good thing to have non-performing loans below 5%, but that is not the kind of script that will bring Africa out of where they are today. The truth is that if we keep waiting for foreign lenders and foreign banks to do it for us, it will never happen. I was sharing a couple of issues with the gentleman next to me, Da Silva, that Africa is highly commoditized, whether it is crude oil, whether it is cocoa, whether it is minerals. African banks themselves have to come together to be able to raise the necessary funding for that kind of infrastructure. It took African banks to do ETU Energies in Angola. Interestingly, we're involved in that transaction. $443 million. It took African banks to do that transaction. Today, ETU Energies is the single largest local energy provider in Angola. It took African banks to do Seplat. Today, Seplat in Nigeria is the single largest local indigenous oil producer in Nigeria. Dangote refineries was going to come up in Africa. The foreign banks withdrew the trade lines during COVID, because when COVID hit, all the foreign banks called their lines. And that was what led African banks to come together to say this refinery has to work, 650,000 barrels of refinery. If you look at the entire Gulf of Guinea, the Gulf of Guinea produces close to 2 million barrels of crude oil. That crude oil goes to either Antwerp or goes to Singapore. It is refined and it is brought back as refined products in Africa. If you decide to do nothing, your economy will be affected by it, because that Gulf of Guinea has a refinery in Angola,
has the Dangote refinery, which we don't improve and increase those capacities. So for me, I think Africa has to dance its own tunes, dance its own music, and find out that whether it is the sovereign wealth funds, whether it is the commercial banks, they have to be strengthened as institutions. And one of the ways that I think we can strengthen these institutions is to look within. The central bank's reserves all over Africa, where are they held? They are held in the coffers of Europe and America. How much of those reserves have we provided to the local banks to help strengthen them? How much of those reserves are held by the DFIs? One other way I think we are also looking is what Mr. Suleiman said. Today, Moody's, Fitch are the ones providing ratings. Whenever they provide those ratings, they are not investment-grade ratings. Why? Because they want you to hold your assets in US Treasuries. You do not hold assets in US Treasuries when you find out that as a continent, you have a lot of developmental funding that you require. If central banks hold their reserves with some of these institutions, again, depending on the kind of basis you're going to use, you find out that the cost of borrowing, the cost of fund will also drop. You find out that you have long-term capital associated with the kind of the transactions that you have. One final point, and I think it's also imperative, is that Africa is filled with too much of debt capital. What's that debt capital? We have to unlock that debt capital. How many real estates in the villages today count as security? And I think His Excellency mentioned something about how do you collateralize. Most of the institutions do not take most of this real estate that are in the villages or in the rural areas as part of collateral that they want to use. We must find a solution ourselves, and that's part of that solution is that you can put this thing on a blockchain that enables people to understand that once capital has been accumulated in the form of an asset, that capital can be unlocked to create value for the financial institutions and to help develop Africa that is filled with a lot of SMEs. And those SMEs are the things that are the engine that will help us grow our economies. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Ochafi, pour votre contribution très technique, mais très instructive et une incitation à la consolidation de la souveraineté financière sur le continent avec des pistes et des outils lancés. À travers votre intervention, j'ai pu ressortir également une des contraintes aussi qui s'opposent actuellement sur le continent avec cette dualité entre la Chine, entre l'Amérique et finalement le positionnement que doit avoir le continent africain. Et ici, je voudrais ouvrir une brèche sur une des barrières, une des tensions que nous connaissons actuellement sur le commerce international. Et j'aimerais avoir l'avis de Madame El Alama. Madame El Alama, qui est la représentante de l'US Chamber au niveau du Royaume du Maroc. Madame El Alama, comment se positionner vis-à-vis de ce qui semble se redessiner à nouveau comme cette tension économique, cette guerre économique entre les continents prônée par l'Amérique? Merci Jean-Marie, merci aux panélistes et aux participants. Merci à l'Institut Amadeus d'avoir intégré la Chambre de commerce américaine au Maroc à cette formidable discussion. J'aimerais un petit peu rebondir ce qui a été dit tout à l'heure. Nous avons parlé d'abord de corridors de connectivité et d'interconnexion au niveau de l'infrastructure. Tout à l'heure, on a parlé donc de l'installation des ports qui sont très importants au commerce international. Et parmi les recommandations, est-ce que l'Afrique renforce, je dirais, sa présence maritime? Parce qu'aujourd'hui, le commerce intra-africain
et le commerce avec les autres continents nécessite une infrastructure, disons, viable et renforcée. L'initiative du Maroc pour connecter les États du Sahel, que ce soit donc le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, va permettre une réduction de coûts. Enfin, l'Alliance Atlantique par le port de Dakhla va permettre une réduction du coût qui a été évalué de 30 à 40% en termes d'accès au commerce international. On crée déjà une richesse dans cette région et une augmentation de PIB par l'interconnexion maritime. Parmi les recommandations aussi, le gazoduc qui a été mentionné par notre ami de Itmar, le gazoduc va permettre à certains pays africains d'être un net exporter de l'énergie. Le Maroc, qui est importateur d'énergie, pourrait devenir, avec tous les projets des énergies renouvelables, l'hydrogène et tout ça, il peut devenir un exportateur d'énergie. Parmi les autres corridors qui ont été mentionnés, la connectivité digitale. Aujourd'hui, l'Afrique doit être connectée donc par une bonne connexion digitale. Les centres de données, les fonds souverains aujourd'hui s'orientent davantage vers l'investissement dans les data centers, dans la recherche et développement de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des projets qui peuvent réunir des pays africains. La connectivité par des corridors, je dirais, de commerce intra-maghrébin. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord ne commerce pas entre elles. C'est des pertes de PIB importantes. La connectivité humaine, par le tourisme, par l'échange culturel, par les centres de recherche entre universités. Tous ces éléments-là vont donner à l'Afrique un accès au commerce international. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouveaux tarifs, le Maroc a quand même subi 10%. Pour le Maroc, c'est quand même un petit pourcentage, mais certains pays africains, ils étaient taxés de plus de 20 ou 30%. Ça va impacter le commerce international. Et donc, parmi les choses qu'il faut faire également, c'est développer cette stabilité économique, développer des classes moyennes, parce que la classe moyenne, aujourd'hui, elle peut, disons, dynamiser la consommation. Et j'insisterai également sur ce commerce intra-africain. Grâce à l'accord de libre-échange continental, le commerce intra-africain peut se développer de façon considérable si les douanes travaillent à uniformiser les procédures, à enlever les barrières tarifaires, à installer des lignes maritimes directes. Imaginez aujourd'hui des lignes, bon, on a déjà quelques lignes qui marchent très très bien, donc le port de Casa, Tanger Med, Sénégal, et toutes ces lignes-là peuvent favoriser le commerce intra-africain. Vous savez qu'aujourd'hui, même si on parle des tensions dans le commerce c'est ce qui peut, disons, sortir des populations entières de la pauvreté. À ce jour, 1 milliard d'habitants ou de consommateurs ont été sortis de la pauvreté grâce au commerce international. Donc le commerce resterait toujours l'engin, le moteur de la croissance économique, l'investissement et le co-investissement. Aujourd'hui, les pays africains doivent co-investir entre eux dans des infrastructures de ports, d'aéroports, de zones de logistique, des lignes maritimes. Il faudrait qu'on voit émerger des lignes maritimes africaines aujourd'hui. Et sachez que quand on va ouvrir des ports comme le Dakhla, imaginez que le délai de livraison va être réduit de façon vertigineuse. Le Dakhla Atlantic Port à Miami, vous pouvez imaginer des livraisons entre l'Afrique et les États-Unis en 9-10 jours. Et des fois, donc, il y a des livraisons qui viennent de l'Asie qui prennent 4-6 semaines. Donc le commerce, l'investissement, ce sont le moteur de la croissance économique et il faut que ces pays africains co-investissent entre eux dans des projets qui vont favoriser le commerce intra-maghrébin, intra-africain. Et j'ai toujours dit que l'Afrique, c'est un grand continent. Il faut le segmenter. Donc je dirais des segments de pays qui peuvent travailler entre eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des procédures, des choses qui ne sont pas uniformes. Il faut uniformiser au maximum. Et l'accord de libre-échange continental va nous permettre justement d'uniformiser, de standardiser les procédures et de faciliter ce commerce intra-africain.
Le dernier point, je dirais la connectivité humaine. On doit travailler ensemble, on doit se connaître davantage, on doit interagir ensemble. Nos universités doivent continuer à travailler ensemble. J'étais donc membre du directoire de l'ISCAE et je suis diplômée de l'ISCAE. Depuis les années 80, on recevait des délégations d'étudiants qui étudiaient ici au Maroc, que ce soit le commerce, le droit et d'autres disciplines, d'ingénierie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle doit absolument nous réunir également avec des centres de recherche et donc tous les développements en termes d'invention et d'innovation dans le domaine digital. Voilà, donc avec ça, je dirais que le futur est très prometteur. L'Afrique, c'est un continent qui regorge d'opportunités, de matières premières, mais aussi de capital humain. Il faut qu'on voit dans l'Afrique aussi le continent avec un capital humain, une diaspora forte. Aujourd'hui, si on met juste que la diaspora à travailler ensemble, c'est des projets de co-investissement, nous aurons une richesse fondamentale. Et peut-être un dernier point également, c'est qu'aujourd'hui, les fonds souverains en Afrique ne représentent que 5% des 12 trilliards de dollars au niveau des fonds souverains au niveau mondial. 5%, à peu près 60 milliards de dollars. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on voit davantage comment lever davantage de fonds, comment la diaspora, comment toutes ces richesses humaines peuvent aider à ce que ces fonds souverains soient plus développés, parce que les besoins en infrastructure sont énormes. Les infrastructures de transporteurs sont capital intensive. Il faut absolument voir d'autres levées de fonds et développer davantage de fonds souverains et également des fonds stratégiques pour des besoins domestiques, pour justement accompagner les visions de chaque pays. Et comme j'ai dit, encore une fois, le futur est prometteur. C'est là où il y a les opportunités. Les États-Unis sont vraiment conscients de ces opportunités-là. Et d'ailleurs, je crois récemment a été annoncé qu'il y aurait un sommet US-Afrique bientôt aux États-Unis. Donc voilà, sur une note très positive, le futur est entre nos mains et travaillons ensemble, faisons des merveilles ensemble, parce que le capital humain de ce continent, il est formidable. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Alama. Je retiens que vous avez parlé de cet aspect sur le capital humain. J'y reviendrai tout à l'heure avec une question pour un des intervenants, mais j'aimerais retenir également un élément qui est revenu beaucoup lors des différentes interventions sur cette transformation économique et la nécessité de pouvoir investir dans le secteur de l'innovation, dans le secteur des nouvelles technologies et dans le digital. Sur ce prisme, j'aimerais avoir le point de vue de M. Ismaël, qui est le CEO de Kiagel, qui est un fonds d'investissement qui intervient dans les PME orientées vers les nouvelles technologies, si je me trompe. M. Ismaël, merci. Thank you very much. I hope I can be as optimistic as my previous speakers, but I am not, because there are many deficiencies and they are very fundamental in Africa at the moment. The key driver for the economies in Africa, as well as in most of the world, are actually SMEs and startups. If you look at even Germany, which is a very big economy, what they call the Mittelstand in Germany is like 65 or 70% of the German economy. And in Egypt, for instance, where I come from, most of the employment is done by SMEs and by startups, not by the government and so on. So sometimes we over-ask the governments to do more than they should do. In my view, where governments are very essential to drive the growth that we are all expecting, there are very few things, actually, not that many, that they should invest in and invest a lot. Number one and foremost is human development. And it's not just education, it's human development for all ages. What we're experiencing in the world today with AI coming is a revolution that is non-reversible and will be extremely fast. Those who will not catch up and will not be able to use AI will fall behind, will be marginalized, will be irrelevant in the world. And those who know how to use it and capitalize on it will play a role in the world.
So if the governments do not invest immediately in human resource development at all ages, and it's not that difficult, but it has to be very focused. The second, obviously, because we all need it, is internet access and speed. Unfortunately, most of the African governments are not investing enough, and hence the speed of the internet, the cost of the internet, and so on, is not adequate for what we want to see coming. We want to see fintech, which requires internet access. We want to see AI, which requires internet access. Everything requires very fast internet and very low cost. What we are having in Africa today is inadequate, to say the truth. Even in countries as developed as Nigeria and Egypt and so on, it's still not sufficient. The bandwidth that we have is not sufficient, and so on. And of course, comes with that is data centers. That gives you independence. If you don't have your own data center, that means one day, 10 years down the road, you can be cut off from the world. You can stop working. If you don't have, and we saw it when Microsoft had a bug, the airplanes in Europe and all over the world had a problem, right? Now imagine your whole country is relying on AI and fintech and so on, and somebody cuts you off. You're gone. The country will go to a halt. So if you don't have, and this is not regional, this is country by country, has to develop its own resources that secure access to data all the time and protect its own data, because that's a very, very valuable asset. It's like oil, it's like gas, it's like, you know, all what we hear about here. I call data the new big asset that we all need to capitalize on. Now, if the governments do only that, what I just mentioned, there will be a huge boost for startups and SMEs to come and drive the economy. They are the ones who will drive, who will have the ideas, who have the mobility, who can move very fast, who can try things, who can innovate, and so on. It's not the government's bureaucrats do not innovate. So you have to rely on really the youth, which we have plenty of, and SMEs and startups to drive that part. Now, that financing of those is a series of stages. We all know how it starts. It starts by your own money, your family's money, or some angel investors, and we need more of that, okay? In California alone, angel investing is as big as the entire VC and private equity all over Africa. So you put all private equity and VC in Africa on one, and you put only angels in California, and they are equal. So that tells you how low it is in Africa. And we need to really boost. There are plenty of people who have money, and they put it in, you know, CDs or real estate and so on, and those don't drive the economy typically. You need to put it in something that's more dynamic, and we need to drive that part. After that, we need to see VCs and private equities who come and help these companies grow from one stage to another. And we need to encourage companies to grow beyond their own borders, because the economy in Africa is very small. Each country standalone is very small. Africa altogether is only 4% of the world GDP. So if you want big companies to come out of Africa, the playground has to be the whole continent, not just one country. It's not sufficient. Even as big as Nigeria and Egypt and South Africa, the economies are still too small to generate a Microsoft or a Facebook and so on. But if you put them all together, and we're seeing some good examples, you know, Flutterware, Jumia and so on, they are starting. And that can really boost, you know, the growth of companies, instead of relying on the big companies coming from Europe or the US to come and conquer the continent here and sell us things. We need to develop our own brands, big companies that can also drive the economy from within. So these stages need to be all in the hands of private sector. I don't believe and I don't encourage governments to go and spend tax money on high-risk startups or things like that. If governments play their role regulatory-wise and investment-wise in infrastructure and human resources, if private sector invests the right way in VC and private equity
to grow these companies regionally, I think we will see a new Africa. If that doesn't happen, I don't believe we'll keep talking. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël. Je note de votre intervention que vous faites une mobilisation à l'appel à une forme de souveraineté digitale au niveau des États et aussi à la construction des alliances pour le financement du secteur privé vers les startups, vers l'innovation, ce qui pourrait contribuer à relancer et à encourager les grands groupes à venir voir le continent africain pas sous le prisme d'un État, mais de voir le continent africain sous le prisme d'un intérêt qui serait construit par plusieurs États sur des projets structurants. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et j'aimerais ici, parce qu'on a parlé financement, on a parlé continent et on a aussi parlé influence. Dans ce positionnement du continent africain, j'aimerais entendre également le point de vue de ce qu'on peut appeler l'ancien continent, le point de vue européen sur cette initiative africaine, sur cette façon nouvelle du continent africain de se redessiner de par lui-même, sans pour autant exclure ou s'exclure du reste du monde. Et pour cela, je voudrais avoir l'avis géostratégique de M. Jorge. Thank you very much. Je suis désolé, I can express my intervention in French. First of all, thank you to the Kingdom of Morocco, to the Institute Amadeus for the invitation. Secondly, it's extremely refreshed to jump from my city to Rabat. It means 2 hours flight, only 2 hours. But it means to open the door to return to a new world full of energy and different frames. Because starting from the title, founding the growth of our economy, and came to the manual, to the classics, after 1 hour, more than 1 hour of session, if I am not wrong, is not one mention to the World Bank, no one mentioned to the IMF, no one mentioned to United Nations and the main agencies of United Nations. And this shows us that we are in a new world, and we should overcome the Western-centric and the Eurocentric vision of the Bretton Woods consensus. Bretton Woods consensus is 75 years ago, but the same debate at this hour in some place in Europe, 2 hours flight from here, will start with Bretton Woods consensus and the instruments, classical instruments that more or less are over. And Professor Ismail show us the new way, private financing, dynamic, secure data, and artificial intelligence is extremely important to underline the impact of artificial intelligence daily in life, in our economical evolution. So we should, first of all, to take into account this frame. Yesterday, a good friend, eminent politician from Europe, said, well, we should to stop the accession of China to the OIME, or International Organization of Commerce. It's not about this. It's not about this. It's not that the globalization is in crisis, not. It's who produced the goods. Who produced the goods? And if you don't produce any more the goods, you are against globalization? No. Europe and Western countries must to reconsider in which point we are better than in the past. In 2-3 years, half of our new cars in Europe came from China and some from Morocco. And maybe we can do something in the new order. So for this reason, we are in the new frame, much more based in this transition. In this transition, we are much more based in bilateral agreements. And bilateral agreements are against this Bretton Woods consensus and against this multilateralism started 75 years ago. And we disagree on this because this can have a huge impact in our economy, but I am not a fan of President Trump at all, but this bilateral agreement is part of the crisis of transition.
this bilateral agreement is the answer from Western countries to this crisis of transition between the classical world and now. No one mentioned about World Bank, but several mentions to the sovereign funds, because this is the new tools from the Gulf countries, from the African countries, and this works as well in the classical Western countries. So this coordination, this compliance about the sovereign funds, I think that are very important, and in the support of the growing economies, we should just to ask that sovereign funds are a political tools as well. Yes, they are political tools with full transparency, and we need to cooperate, public and private, with these sovereign funds. And last, because under the recommendation of the moderator, a brief reference to European Union. European Union is in this classical approach to the reality, but European Union did a good job in the last years, in the light of COVID and in the light of the last crisis, about next generation funds and some kind of public investment and strategical investment. This is not global wide, this is regional, but the policy of next generation funds, it means some kind of Keynesian policy of invest public funds in strategical sectors, could be useful to study for European integration. You mentioned European integration, for European integration. And last, European Union have several neighborhood policies. One is the Eastern neighborhood policy, quite complex. Where is the borders of Europe in the Eastern? This is Ukraine, this is with Russia, without Russia, this is very conflictual. But then we have South borders. And we celebrate this year the 30 years of the Euro-Mediterranean policy. Euro-Mediterranean policy is not about all Africa at all, but Euro-Mediterranean policy is how is possible to integrate north and south, south and north part of the Mediterranean Sea. And 30 years ago, the idea is to create a common market, and free market of energy. We didn't succeed in this yet, but we should support this idea. And I think that Morocco could be a good bridge between north and south of the Mediterranean, and for sure, just for this, my experience of the last 2 years, today, sorry, in 2 hours flight from Barcelona to Rabat, I realize indeed this new world that is coming without mentions to the World Bank and United Nations. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Urdi, pour votre intervention. On y ressort un aspect une volonté dans le multilatéralisme, une volonté dans le bilatéralisme. Et à ce sujet, j'aimerais me retourner vers Monsieur Tiki. Monsieur Tiki qui travaille dans le groupement, pour le groupement des entreprises francophones et qui intervient beaucoup dans le soutien des PME. De votre point de vue, comment est-ce que votre action peut se définir par rapport à votre intervention, peut être efficace et efficiente vis-à-vis des PME, et comment est-ce que vous pouvez encourager les PME à recourir à ces différents nouveaux mécanismes de financement dont on vient d'évoquer depuis ce matin? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, et merci encore à l'Institut Amadeus pour cette belle invitation. J'aimerais commencer mon propos déjà en vous disant, ça a été dit par beaucoup de co-panélistes avant moi, que l'essentiel aujourd'hui du développement économique du continent africain se fait par 2 canaux. Il se fait d'abord par le canal des PME, puisque vous le savez, 80% du tissu économique du continent africain se fait par les PME. Et pardon de le dire aussi franchement, il se fait aussi par rapport à l'informel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons investir d'abord en formant la main-d'œuvre, parce que on peut amener toutes les nouvelles technologies du monde que vous voulez, et certains en ont parlé, mais si la main-d'œuvre n'a pas la qualification, n'a pas la formation sur le terrain pour pouvoir mettre en place la nouvelle technologie que vous apportez, ça ne permet pas de réduire le chômage. Je porterai aussi mon propos au niveau de la jeunesse. Vous le savez, en 2050, la population africaine sera à la hauteur de la population chinoise avec 70% de moins de 35 ans. On a ces jeunes aujourd'hui qui n'ont pas besoin vraiment d'aide,
qui ont besoin qu'on leur apporte de la formation et du business. Et ces jeunes-là, ils rêvent aujourd'hui d'être, comme vous tous d'ailleurs, des capitaines d'industrie. Et on a besoin aujourd'hui sur ce continent africain d'avoir de l'industrialisation, d'avoir des capitaines d'industrie. On vous avoue évidemment, on a aussi des grands hommes comme Dangote ou comme Baba Nampulo au Cameroun, mais on a besoin que l'Afrique aussi porte ce modèle économique dans lequel on peut être entrepreneur et s'en sortir, et dans lequel on peut avoir des capitaines d'industrie. Pourquoi les PME? Parce que les PME créent de la richesse. Aujourd'hui, et je partage à la fois l'optimisme de madame de la Chambre de commerce de tout à l'heure, mais aussi le pessimisme du monsieur, c'est un juste équilibre. On a aujourd'hui cet optimisme de dire que la richesse du continent africain, chère madame, vous avez raison, c'est non seulement la richesse de la terre, parce qu'en fait l'Afrique produit des richesses incroyable et insubmersible, mais c'est aussi, pardon de vous le dire, la richesse du capital humain. Pour moi, c'est ces deux jambes sur lesquelles l'Afrique doit marcher aujourd'hui. Et pour moi, les PME sont celles qui permettent aujourd'hui de créer de la richesse. Maintenant, nous devons nous interroger, et monsieur qui parlait tout à l'heure du pessimisme a aussi raison, on est quand même un continent dans lequel, moi je peux vous dire les choses, je suis originaire d'Afrique centrale, le Cameroun plus en particulier, on est quand même bien placé par rapport à l'équateur et au soleil, et en même temps on est le continent dans la partie du continent où il y a le plus de coupures d'électricité. C'est une vérité, hein. Pardon, moi on m'a invité pour dire la vérité, donc je vais dire les choses. On a aussi sur le continent africain d'autres vérités à vous dire. On a cette capacité de dire qu'on produit le chocolat, mais pourtant, quand on produit le chocolat, comme on n'a pas la capacité de transformer et d'avoir des chaînes de valeur qui vont au bout des choses, ça ne rentre pas dans le bénéfice, ni dans la valeur ajoutée, ni dans la croissance des pays du continent africain. Et moi, je pense que l'Afrique, aujourd'hui, elle a besoin, pardon de citer un terme un peu américain, mais moi, j'aimerais que l'Afrique choisisse d'abord l'Afrique. J'aimerais que l'Afrique fasse confiance aussi aux pays du continent africain. Il y a évidemment, et monsieur l'a dit tout à l'heure, une vraie relation entre le Nord et le Sud, qui est une relation très importante pour moi, puisque je suis issu des deux rives. Mais je pense aussi que nous devons, en plus de cette relation entre le Nord et le Sud, œuvrer à la même hauteur et avec la même chaleur à une relation entre le Sud et le Sud. Moi, je trouve pas normal aujourd'hui que, madame le disait tout à l'heure, en Afrique du Nord notamment, ou en Afrique centrale, on a encore des pays qui n'arrivent pas à commercer ensemble, qu'on a encore des difficultés à commercer entre l'Afrique lusophone et l'Afrique francophone, entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Et moi, je crois aux zones économiques régionales, d'abord, parce que pour commercer ensemble, je l'ai dit dans mon panel d'hier, moi je crois au faire ensemble. Quand on vit ensemble, chacun fait sa vie de son côté. Quand on fait ensemble, on a des intérêts communs et qui font que quand vous gagnez, je gagne, nous gagnons. Quand vous perdez, je perds, nous perdons. Et dans les zones économiques régionales, il faut d'abord pouvoir analyser dans les pays. Je parle sous le contrôle, étant évidemment un enfant d'Afrique centrale, de madame la ministre du Congo, puisque nous sommes dans la même zone économique qui s'appelle la CEMAC. Ces pays qui sont dans les zones économiques régionales ont quand même la capacité de se dire qu'on a des atouts communs, puisqu'on est dans la même zone. On a des atouts communs. Je prends l'exemple du bassin forestier du Congo, qui est quand même le deuxième bassin forestier au monde, hein, parce qu'on beaucoup parle de l'Amazonie et d'autres. On oublie que aujourd'hui, quand on parle de migration, de climat, c'est ce bassin aujourd'hui qui est pour moi le plus important. Je pense évidemment aussi à l'Afrique de l'Ouest, je pense à l'Afrique de l'Est, et moi je vais même plus loin, si vous me le permettez, je crois en la zone économique de libre-échange. Parce que je considère aujourd'hui que pour que l'Afrique puisse se développer, d'abord il faut qu'on puisse abaisser les frontières. Je taquinerai madame la ministre en lui disant que moi, l'enfant du Cameroun, j'ai besoin d'un Congo j'ai besoin d'un visa pour aller à Kinshasa. Nous sommes quand même dans la même zone économique qui s'appelle la CEMAC. Et finalement, vous voyez, si on pouvait avoir cette zone économique régionale et cette zone économique de libre-échange qui fait qu'on peut abaisser les visas, qui résoudrait, je sais évidemment pas totalement, mais au moins une partie sur les questions de la mobilité, qui font déjà que quand on est dans la même zone, on se dit que c'est plus facile de faire confiance à son voisin parce que c'est plus facile d'y accéder. Ensuite, on a besoin aussi que ceux qui nous dirigent, des décideurs des pays, prennent conscience que c'est pas les décideurs politiques des pays ou les décideurs économiques des pays, c'est les décideurs politiques et les décideurs économiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains pays du continent ont commencé à adopter ce genre de méthode. On met déjà dans certains pays du continent, au sein des gouvernements, les patronats.
Pourquoi je vous dis ça? C'est hyper important, chers amis. Aujourd'hui, on a des pays dans lesquels on a un fort chômage des jeunes. La jeunesse est la force du continent. Attention à qu'elle ne devienne pas un problème pour le continent. Ces jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'avoir un emploi. Et donc, si vous les mettez dans des formations dans lesquelles ils sortent de là avec du chômage et qu'ils ont des bacs plus 5, ça revient au même résultat que celui qui n'a pas fait de formation, qui est aussi au chômage. Or, si vous mélangez ensemble, main dans la main, les États avec les décideurs économiques, les États peuvent nous faire remonter dans tel ou tel domaine les besoins, où il y a des besoins de population ou des besoins d'emploi. Et à ce titre-là, nous, les patronats, on peut demander, et on peut voir aussi avec les universités et les écoles, de mettre les jeunes dans certains types de domaines, sous des méthodes que vous connaissez déjà tous, alternance, apprentissage, qui permettent de donner à cette jeunesse la capacité de se dire que non seulement ils vont être une main-d'œuvre qualifiée, mais derrière cette qualification et ce diplôme, ils sortent pour avoir un emploi. Donc vous voyez, aujourd'hui, je pense que l'Afrique a surtout besoin d'avoir une vision, si vous me permettez, une vision globale à long terme, dans lequel on se demande où est-ce qu'on sera en 2050. Parce que nos pères fondateurs, je pense à Félix Houphouët-Boigny, Léopold Senghor ou même le roi Hassan II, ont toujours eu la vision de dire quelle est la vision qu'on veut. Et c'est vrai que quand je me suis baladé hier, notamment ici à Rabat, on voit cette Afrique de l'excellence qu'on a besoin d'incarner. Je donnerai un autre exemple, c'est la Côte d'Ivoire. On parlait de sport, il y avait un panel sport hier. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister à la Coupe d'Afrique des Nations. Et même les commentateurs les plus arides, vous savez, ceux qui ont toujours quelque chose à critiquer, n'ont rien pu dire sur la Côte d'Ivoire parce qu'on a montré qu'il y avait une qualité des infrastructures, il y avait une qualité des routes, il y avait une qualité des hôtels, il y avait une qualité de la vision, une qualité des stades. Et ça, par rapport à ce que vous me disiez, monsieur le modérateur, pour la question des financements, qu'est-ce que le financier ou l'entrepreneur se pose comme question en général? Il se demande, si j'investis dans votre pays, est-ce que ce pays est fiable? Est-ce que le pays est rentable? Et si nous-mêmes, nous sommes les meilleurs ambassadeurs du continent africain, avec des pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui montrent que non seulement le pays est rentable, mais il y a une qualité d'infrastructure, c'est aussi ce miroir qui va donner l'envie aux gens de l'extérieur de dire qu'il faut investir dans nos pays d'origine. Je terminerai mon propos sur un élément aussi essentiel, sur la relation entre le Nord et le Sud, qui est pour moi un élément primordial. Je remarque, et quelqu'un disait ça tout à l'heure, qu'il y aura un sommet aussi États-Unis-Afrique, si j'ai bien suivi. Il y a des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Russie-Afrique. Est-ce que vous pouvez vous interroger sur finalement, mes chers amis, quel est le point commun de tous ces sommets? C'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Amérique, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Donc je pense que nous devons nous-mêmes prendre conscience de la valeur que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Je fais le rêve qu'un jour, mes chers amis, nous puissions peut-être dire qu'on organise un sommet Afrique-États-Unis, Afrique-Chine, Afrique-Russie, Afrique-France, parce que la valeur, elle est ici. Et nous avons besoin aussi de dire à nos partenaires européens, qui sont nos partenaires, et nous devons leur dire aussi que nous devons sortir d'une relation émotionnelle à passer à une relation rationnelle, pragmatique. Arrêtons, s'il vous plaît, chaque fois que quelqu'un décide d'investir dans nos pays, de lui dire merci d'être là, merci d'investir, parce qu'il ne vient pas dans notre pays parce qu'on est gentil, sympathique. Il vient dans notre pays parce que c'est un territoire d'opportunité. Donc si lui, il a compris que chez nous, il va venir pour gagner, nous devons aussi, en tant que décideurs, lui expliquer que s'il vient pour gagner, nous devons gagner. Donc nous devons partir sur un nouveau système économique de partenariat gagnant-gagnant, avec des systèmes économiques de co-construction, de co-développement. Et j'insiste dans le co-développement parce que on a souvent pensé que les modèles de développement économique qui marchaient en Europe marcheraient en Afrique, mais ce n'est pas possible, puisqu'on n'a pas la même richesse du capital humain, on n'a pas la même terre. La France, par exemple, qui est un pays que j'affectionne, a eu la révolution en 1789. Vous voyez la qualité de la France aujourd'hui. L'Afrique est indépendante depuis 1960. Donc laissez-nous aussi le temps de créer ce modèle de développement économique. Et monsieur le modérateur, je conclurai là-dessus, pardon, j'ai été un peu long. J'entends beaucoup de gens qui me disent souvent « je veux investir en Afrique ». Puisque nous les accompagnons dans tous les pays du continent qui sont les pays francophones. J'ai souvent l'habitude de leur dire « c'est un bon départ ». Mais quand on décide d'investir en Europe, moi j'entends des gens qui me disent « je veux investir en Italie ». Je vais investir en Espagne, je vais investir en Norvège, je vais investir en France. Et je leur explique que l'Afrique, ce n'est pas une seule entité. C'est 54 pays avec une économie totalement différente. L'économie aujourd'hui du Maroc est à 100% différente de l'économie de la Tunisie.
l'économie du Cameroun est différente de l'économie du Congo. L'économie de la Côte d'Ivoire est différente de celle du Bénin. Donc nous avons besoin d'un mot que je n'ai pas encore cité, en plus de la confiance, de l'intelligence économique, qui nous permet, avant de savoir où est-ce qu'on veut investir en Afrique, de savoir quels sont les besoins des pays pour qu'on puisse coopter un vrai mariage entre l'offre et la demande. Et c'est ça la clé aujourd'hui, c'est ce mariage entre l'offre et la demande, entre les besoins, en alliant et en bâtissant des ponts aussi avec nos amis de la diaspora, qui sont pas toujours accueillis avec la même chaleur que d'autres qui viennent d'autres continents. Disons un moment pour terminer que nous avons tous aujourd'hui énormément d'ambition pour l'Afrique et que l'Afrique doit accueillir avec la même chaleur tous les acteurs économiques qui viennent pour développer ce continent. Et c'est en bâtissant des ponts et en parlant de choses qui nous rassemblent et qui nous ressemblent qu'on pourra construire une Afrique avec une chaîne des valeurs à la hauteur de ce qu'elle mérite. Merci Monsieur Tiki pour cette intervention remplie de passion pour l'Afrique, remplie de passion pour cette nouvelle volonté de redéfinir les relations entre le Nord et le Sud. Et je retiens également qu'on reste toujours sur cette même trame qui a été lancée par Monsieur Mara dès le début, cette trame qui rassemble un peu cette volonté de souveraineté, cette volonté de redéfinir, cette volonté de financement du continent sur des projets structurants. Et dans cette volonté de financement du continent, on a parlé diaspora, on a parlé capital humain. Et effectivement, l'Afrique est riche aussi de sa diaspora. Et à ce sujet, j'aimerais me retourner vers Monsieur Fall et lui poser une question. Monsieur Fall, comment est-ce que le retour de l'épargne de nos migrants sur le continent peut être un levier de financement supplémentaire vis-à-vis des outils que nous avons déjà évoqués? Thank you very much, Chair, and thank you to the Institute Amadeus. We have heard in the presentations about how to expand and enhance existing forms of finance. The question about the diaspora is now to introduce how we diversify the portfolio of financing instruments available. There are three things missing, maybe more than three, but I'll identify three things missing in the public and private financing portfolio in African development. One, endowment funds, perpetual endowment funds, which links to the point of sustainability. It's broadly speaking missing in Africa. The African institutions, social enterprises, SMEs, NGOs that go to access public financing from the philanthropic institutions, Ford Foundation, nowadays MasterCard, all of these, they are getting money from endowment funds. Some of them over 100 years old. Broadly speaking, missing. Second, innovative finance mechanism. Our colleague here mentioned the fact that we did very well not to mention the UN and others for a long time. But the United Nations have defined mechanisms of what constitute innovative finance. And this year, in fact, in the fair city of Seville, later in June, July, Spain will be hosting the 4th International United Nations International Conference for Financing for Development. The last one was in Addis Ababa 10 years ago that gave us the Addis Ababa Action Agenda. So within the framework of the United Nations, innovative finance mechanisms have been developed and worked. There hasn't been much in Africa. And thirdly, the leveraging of diaspora remittances. In Africa, there's 100 billion worth of remittances that come through formal means, not the informal or in remittances in practice. About 60% of that, 60 billion, goes to sub-Saharan Africa, and 40 billion goes to North Africa. And virtually, it's not being leveraged. Of course, it serves a very useful purpose, because 90% of it is funding subsistence, food, education, health, the SDGs effectively. It's what it's funding, but nothing's been done to leverage it. Public policy
have agreed, including the United Nations and all development institutions, that there's mechanisms are needed to leverage them. It hasn't happened. I also wear the hat of being lead consultant for the African Union on innovative and diaspora finance. And as long ago as 2012, the heads of states and heads of governments of Africa made a commitment in Sandton, South Africa, that something needs to be done on a legacy project relating to diaspora finances. It took a long time, and I personally got involved in developing a framework with them in 2018. And long story short, amongst the framework we've agreed with them, one of them is almost ready for launching, and the aim is to launch it at the Financing for Development Summit in Seville in just over a month's time. And there's 3 elements to it which I would actually use numbers to illustrate it. The program is called Remit Aid, and its aim is to create a perpetual endowment fund. Its aim is to bring in remittance match funding as an innovative finance mechanism, and its aim is through the income to generate disbursable funds that can fund SMEs, social enterprises, and other development activities on the continent and in Africa. The proposal is this. Many of the OECD countries, except the Gulf Cooperation countries that are members, levy the income taxes on everyone's income. And the remittances that the diaspora send, they've already paid tax on it. And in many jurisdictions, including the United States, if you spend money on something that's considered development like the SDGs, there are mechanisms for tax relief for the money to be given back. In the United Kingdom, it's 20%, and it's called gift aid. Now, the idea of innovative finance around this is to replicate an element of that, because the diaspora are a positive link in that they are connected to these countries, these so-called donor countries. We are taxpayers there as well. So although we come from elsewhere, we are part of those communities as well. So the idea is to do a match funding, but instead of the match funding going to the individual, it goes to a common pot, and that common pot becomes effectively the endowment fund. So there are 3 sources of income linked to remittances that goes to them. One, for a number of developing countries who host this diaspora, to make development cooperation contributions for a commitment of 10 years. And the target now is that every year for 10 years, there's 1 billion contributed. And if you count the DAC countries, I think it's 25 of them, 24. So that's an average of 40 to 50 billion million commitment for 10 years. So you have 1 billion coming from that source in year 1. The philanthropic organizations, many of them committed to supporting African institutions, but they are concerned about the consumptive nature of their support, so that there isn't a regenerative element. So the endowment fund appeals to them as well. And the target, again, is for them to commit 100 million for 10 years. So that is 10% of what the donor countries are contributing. But the interesting one is micro contributions from the remitters. Right now, the 100 billion that goes to Africa, the aim is that whenever you are sending $100, that you are encouraged to make a micro contribution of 10 cents or $1. So these 3 are the sources of what would be an endowment fund. And so year 1, if it was to work, you have 1 billion in development cooperation, 100 million in philanthropic, year 1, 0 for micro contribution. That's year 1. That would give you 1.1 billion. 80%, 880 goes to the endowment fund. 19% you disburse straight away to start spending on development, and you keep 1% on costs.
That's year 1. Fast forward to year 10. That is when we asked the development cooperation countries to stop giving. So they give 1 billion. Again, the philanthropic organizations, 1 billion. But by that time, you would have been getting 1% from micro-contribution, so of 1 billion. So that replaces the development cooperation. But the illustration shows by year 10, if you maintain this by year 10, you would have an endowment capital of 12.8 billion. You would have, that last year, you would be collecting 2.1 billion. So if you spend 19 billion, that's 400 million. And your 12.8 billion, if you go for just 4% income, that would earn you 515 million. So year 10, you will have funds to spend, 914 million funds to spend, and you would have a capital of 12.8 billion. And every year hence, that capital is increasing by roughly 1 billion. This is the proposal. It's been endorsed by the African Union, who agree that it must not be an African Union program. Just as the Organization of African Union caused the creation of the African Development Bank, which went on to do great things. Just as ECOWAS caused the creation of ECOBank, which changed commercial regional banking. Just as the African Development Bank caused, together with the AU, caused the creation of Afrexim Bank, which changed export-import financing. The idea as this fund, through the endorsement of the African Union, would cause a change in the ecology of diaspora finance in Africa. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Fall, pour votre intervention. Merci pour ces éléments nouveaux et cet instrument nouveau qui est en train de se mettre en place et qui va certainement contribuer à des nouveaux moyens de mobilisation de capitaux. Nous avons parlé capital humain, nous avons parlé argent et financement. Nous avons parlé également de la nécessité pour les États de construire une stratégie. Mais tout ceci nous ramène à un point qui relève des politiques de bonne gouvernance. Et ces politiques appellent également un nouvel ordre éthique sur des sujets qui plombent l'attractivité du continent africain en termes de corruption, en termes de bonne gouvernance. À ce sujet, je voudrais donner la parole à M. Toumenta pour nous donner son point de vue sur cet ordre nouveau, cette éthique que doit orienter plutôt les politiques gouvernementales. Thank you very much, Mr. Moderator, for this. It's not very easy to be the last on a very long panel. Everything has been said, but at least not from me. So this is a very interesting topic, ethics. Ethics plays a vital role. Having been the director of the Center for Global Ethics in Germany for many years, and the issue on global ethics was very fundamental to the success of globalization and global cooperation. And if you look at the crisis we have today, it's because of the lack of fairness. Some people feel that they are losers in the globalization process. The global cooperation, global ethics was left behind, and which actually brings us to a very, very challenging point. Listening to the previous speaker, starting from His Excellency Mora and the distinguished panelists, almost all of them spoke about partnership, spoke about ethics, about reliance, reliability, spoke about credibility, and so on. And all of these are core ethical principles. So if we're talking about building sustainable financial mechanism, growth, and funds, we have to ask ourselves based on which foundation principles. States bring out funds, squander the funds. Large corporations bring funds, exploit natural resources. At the end of the day, they are the people on the ground that suffers. They have to be paid. So another issue which we
was raised was the issue about the informal sector. So what I want to do is to build a global framework for finances that is people-driven. The first thing we find in Africa, I did a study for the United Nations Economic Commission and look at all the Central African countries for their preparedness for the African continental free trade, and it's just crazy to see that upon the 100 Fortune 500 companies in the world, there is no country, no company from Central Africa. Okay, that's fine. It's Fortune 500. Let's look at 100 most important companies in Africa. There is 0 from Central Africa. 101 thanks to Angola Petroleum Company, 103 Cameroon Petroleum Company. It means there is a problem. Most of this economy are dominated by 70 to 80 to 90% by the informal sector. The informal sectors are there, creating a lot of values, but not being captured in any way. So what we did with the African Business Information Bank by using ethics, trust as an asset, was to see how to create a trustworthy environment for these people to do business. They actually do business. They trust each other. But when you bring foreign capital to go down to these people, they are afraid. Everybody is scared. The perception of risks are so there is wrong. But these guys are doing business everywhere. Go to Lagos, they do their business, it's scary. Go to Luanda, Douala, wherever you go, Kinshasa, they are doing their business. But we have to make sure we take them up. So we created the African Business Information Bank, which was doing just two things. Traceability and credibility. Are they traceable and are they credible? And we were able to build an ethical model. And then we saw that most of these people were able to receive loans. The collateral issue disappeared because you were able to trace them and find them due to their traditional location systems, and modern banks are now giving finances to them. So, Mr. Moderator, yes, ethics plays a vital role, and ethics should be based on 2 fundamental issues. Today, we are given 2 elements to base our model on it. One is the SDGs. If projects are on SDGs, we finance. The second one is an environmental and climate funds. So we have been given our ethical orientation on 2 things that might not be the priority. They are important. They might not be the priorities of these countries in Africa. So you find the ethical-centered investment methods, sustainable investment funds, and every country is trying to blue wash. Actually, they don't need it, but they just have to figure out they either blue wash or green wash, develop projects just to get those funds, which is not fine. But ethics is the fundamental issue that makes people to do business. Business is on trust. You only do business because of trust. You go for breakfast because of trust. Adam Smith, in his original book, said, it is not on the enlightened, it is not because the baker loves you that he makes you eat a nice bread in the morning, that he wakes up at 3 a.m. It's because of his enlightened self-interest. And today in economics and ethics, we have to make sure that the interest of the investor is protected and the interest and social dispensation of the people is protected. That is why if we bring in ethical mitigation, meaning we come out with common core principles, just few we want to respect, not rules and regulations that are so cumbersome that people cannot respect, just few. And then when we bring those ethical principles and rules and regulations that guides us, then we are able to de-risk. The second thing is leveraging ethical financing for investment. Of course, the green bond, the green and social bonds that are there are so important. The blended finance, they are so important when we attach them into as ethical core principle, bringing investment and opportunity for the communities. They are so important to make sure that some of these investments are tied not just to economic, social, and environmental, they are tied to the community themselves. So once you find that community are engaged in it, and we have seen examples where community also own shares in some of these businesses. Ethical governance and also plays a role as a competitive advantage. Of course, if we put in governance mechanisms, and sometimes we have to tap into the traditional African system. How were governance systems made? How did we have trade
here in the Mediterranean area. So I think that when we look at new governance mechanisms that are tied to the traditional dispensation of these people, the culture of the people, we can build sustainable ethical framework, just like you said, getting in the European principles, adapting it to African reality, and build new governance mechanisms. I think ethics is so important, and it is found in every culture. Last but not the least, partnership. I like the way you made it, Tiki. You said it's true. There's partnership forum with Africa, Forum for Africa. So partnership for Africa, partnership for Angola, partnership for Cameroon. So there is one fundamental error in the idea of partnership for. When you do partnership for somebody, it seems as if the other partner doesn't give anything. I love the way the European Union has been struggling to change the whole paradigm from partnership with Africa. When you change for Africa to with Africa, it means that Africa has something to give. And let's discuss on what Africa can bring on the table. As we build partnership with Africa to develop sustainable principles, we cannot import principles to guide us. So I believe that, Mr. Moderator, I know is going, we have to adapt the principle that will govern our interaction as we put in place financial mechanisms to the Agenda 2063. The Agenda 2063 is the African's guideline that will take Africa out. And the second thing is to make sure that we should be able to look at the African continental free trade that brings a paradigm shift. This is the last point, a paradigm shift from comparative advantage to collective advantage. Most economics believe in comparative advantage, but today it's collective advantage. When we go to collective advantage, we now figure out how can I assist the other partners? How do we build regional value chain? How do we make sure that instruments like the African peer review mechanisms plays a vital role in the governance process, in making sure that no one is left behind because he has no competencies, but it makes sure that the Moroccans' competencies could be taken to Africa and support them, and the Africans' opportunities could be given to Morocco. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Toumanta. Surmonter les incertitudes était le sujet qui nous a réunis. J'aimerais remercier chacun de vous de vos contributions. Un sujet, et nous en sortons avec plusieurs axes qui se sont dessinés. De manière générale, 4 axes qui ressortent de nos échanges, de vos interventions. Une nécessité sur la mobilisation des fonds et des financements innovants. Une nécessité sur l'intégration régionale, la mise en place de projets structurants, une nécessité sur le fait de dessiner un nouvel ordre, une éthique dans la façon d'opérer et dans les rapports également entre le Nord et le Sud, et une nécessité de continuer à croire en l'Afrique. Croire en l'Afrique, c'est continuer à investir sur son capital humain, qui est sa première des richesses. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir participé tous à cette session, et je vous invite tous les speakers à prendre la photo souvenir avec nous, et ensuite je demanderai à la salle, pour ceux qui étaient intéressés par cette session, de bien vouloir rester, parce que nous allons enchaîner tout de suite avec la session de clôture, et nous espérons que cette session nous permettra de faire une synthèse de l'ensemble des échanges que nous avons eus depuis hier. Merci beaucoup.